Je voulais vous dire que je suis ravi d'être là, que le sujet qui m'est donné, c'est la véritable résonance des médias sur le choix des consommateurs. Et puis en fait, je me suis dit, en ce jour de MED, j'ai envie peut-être de retourner la question différemment, parce que, en définitive, je me demande si la véritable résonance du choix des consommateurs sur les médias ne va pas être le vrai sujet. C'est-à-dire qu'on se trompe peut-être de prisme. Est-ce que c'est la véritable résonance des médias sur le choix des consommateurs, ou est-ce que c'est le choix des consommateurs qui va avoir une certaine résonance sur les médias? On peut se poser la question. En tous les cas, je vais essayer de vous convaincre de ça. Ce que je retiens des deux interventions précédentes, en tous les cas, c'est qu'il y a un contexte extrêmement contradictoire dans les comportements des consommateurs, c'est le moins qu'on puisse dire, et on ajoute à cela un contexte de cacophonie alimentaire et nutritionnelle, où tout est dit et son contraire également, donc ça pose le contexte. Alors, une fois que je vous ai dit ça, en fait, je me suis dit, je vais faire une co-chronique. Et je vais commencer sur culinariser, disrupter, viraliser l'expérience utilisateur sous influence. Et je vais essayer de traduire ça par rapport à notre métier de plateforme d'innovation Living Lab. Alors, juste pour être plus sérieux quand même, c'est un lieu qui permet de mieux connaître ses clients, de comprendre leur comportement, et notamment à partir des usages. C'est un lieu qui permet de co-créer avec les utilisateurs, mais aussi les professionnels concernés, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles organisations, de nouveaux concepts, etc. C'est un lieu qui permet de les prototyper rapidement, ces nouveaux produits ou ces nouveaux services, et de les tester en situation réelle. Et ça permet évidemment d'inspirer les communautés d'utilisateurs. Voilà ce qu'est le Centre culinaire contemporain. On innove effectivement en mode Living Lab. Petite remise en contexte avant de dérouler le processus d'innovation. Alors ça a été dit par les deux intervenantes précédentes, mais on a un contexte d'innovation qui est particulièrement intéressant à regarder d'un peu plus près. Je ne cesse de donner ces chiffres-là. 50% des produits alimentaires en marché aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans, et un produit nouveau sur 2 mis en marché aujourd'hui ne sera plus en marché dans 6 mois. Donc ça, c'est le cœur de MED. Et pour aller un peu plus loin, on dit classiquement, alors c'est pas moi, hein, c'est l'école de management de Grenoble qui souligne ça, il y a 2 moteurs de l'innovation. Il y a un premier moteur qui croise la science et la technologie, et puis il y a un deuxième moteur qui croise le marché et les utilisateurs. Et on dit qu'il y a une sorte de processus d'innovation dit en entonnoir, et y compris à titre personnel, j'ai pensé pendant longtemps que c'était vrai, qu'il y avait bien l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Ce que je constate aujourd'hui, et ça va être un peu le sujet de mon intervention, c'est qu'il y a un croisement de tout ça. Et ça n'a jamais été aussi vrai. Quand j'ai commencé à travailler, il y a un certain nombre de décennies maintenant, j'avais comme Bible comment se construit l'opinion. Je vous l'ai mis sous les yeux. C'est un document qui a 30 ans à peu près. Aujourd'hui, je me disais, en fait, j'aurais dû le rebaptiser. C'est comment se construit l'irréputation. Parce qu'en définitive, on a changé de modèle. Pour autant, ce qui est écrit là, c'est assez intéressant, je ne rentre pas dans le détail, mais on a différentes strates, et un bon communicant s'appuie sur ces différentes strates pour avoir une certaine viralité à l'ancienne ou selon le modèle conventionnel. Si ce n'est qu'on est en plein contexte d'opportunité digitale. Et il y a un écrivain québécois, d'ailleurs, qui dit « J'ai beaucoup mieux à faire que m'inquiéter de l'avenir, j'ai à le préparer ». Donc c'est ce que je vous propose de poursuivre en vous invitant à passer à table en 2.0 et constater que si le food is social, néanmoins, il y a 80% des consommateurs qui utilisent le web pour chercher des recettes, 64% pour trouver un restaurant, 51% pour faire ses courses alimentaires, 50% pour regarder des vidéos de cuisine, 44% pour les informations sur les aliments, 19% pour partager et commenter des recettes, des produits, des marques. Ce n'est que le commencement. Mais les résultats sont déjà significatifs. Et le sujet de la food tech, eh bien, on en entend parler à longueur de journée.
dans toutes les conférences, rencontres professionnelles ou salons professionnels. Ça va rejoindre le trépied de la dynamique dans le secteur alimentaire, autrement dit la communication, l'innovation et l'exportation. On va rajouter bientôt la food tech, l'alimentation intelligente. Sachez tout de même qu'il y a eu 36 millions d'euros de levée sur les 6 derniers mois par les startups françaises, et la food tech valorise cette identité, je dirais, de French cuisine. Il y a un certain nombre d'initiatives qui permettent, là aussi, dans des logiques de partage. C'est le cas pour la Digital Food Club, avec des réunions qui sont ouvertes à des porteurs de projets qui partagent leurs projets avec des pitchs bien dynamiques, etc. Et on essaye en même temps d'informer sur les tendances. Toujours dans ce contexte-là, on constate que chaque jour, ce sont 3 millions de Français de 15 ans et plus qui regardent la télévision sur les écrans Internet, donc près de la moitié sur mobile ou tablette. Et puis, on constate aussi que 35 millions de cyberacheteurs en France, ça a été dit tout à l'heure, donc c'est déjà une réalité. Il y a un peu d'écho. Alors, je vais peut-être éteindre ce micro-là. J'y arrive pas, donc je poursuis. Pour poursuivre ce propos liminaire, après avoir mis le contexte de la digitalisation, un petit mot sur le statut à part de la cuisine et des chefs. Et je veux illustrer en ça le concept de culinarité que j'évoquais précédemment. Sachez que sur les 2 tiers des innovations alimentaires mises en marché, on s'appuie essentiellement sur le savoir-faire et la créativité des chefs. Je vous évoque les tendances culinaires ou les tendances alimentaires. Je n'ai pas pris le temps de développer, mais si vous regardez un petit peu la presse professionnelle, entre autres, vous constaterez qu'en matière de tendances alimentaires ou culinaires, on vous dit également à peu près tout et son contraire, même s'il y a des points communs. Néanmoins, on constate que la recherche et développement est à l'écoute des chefs et de plus en plus. Et les chefs, précisément, ils sont mis à toutes les sauces, comme sujet d'observation, source d'inspiration, générateur d'idées, créateur de solutions, référent du prototype lors de la phase de transfert industriel, évaluateur, concepteur, rédacteur, formateur, porte-parole ou signature de marque. Tout ça nous mène à une hyper-médiatisation du culinaire. La cuisine est devenue un média à part entière. Il suffit pour s'en convaincre de regarder le nombre d'émissions de télé, le dynamisme de l'édition culinaire, de la blogosphère culinaire, des sites internet, de la presse. Bref, c'est la guerre des émissions autour de la cuisine. Il y a même des sites dédiés, j'ai découvert ça, sur l'analyse des émissions culinaires en France. Les parts d'audience, vous les avez sous les yeux, je ne vous les commande pas, mais on voit que Masterchef plafonne à 5 millions d'audience, Top Chef à presque 4 millions, enfin bref, il y a un potentiel sur ce sujet assez considérable. J'ai recherché quelques données pour savoir quelle utilisation ou quel impact ça avait sur le public fervent observateur de ces pratiques culinaires. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Alors ça vaut ce que ça vaut. Avez-vous déjà reproduit des recettes chez vous en ayant regardé des émissions de télé? Il y a seulement, dans le cas présent, 13% qui répondent favorablement. Pour autant, poursuivons le petit tour des médias. Vous avez quelques-unes. Alors, je passe de commentaires. C'est juste pour vous montrer qu'il y a une certaine diversité et que précisément ces derniers temps, la dimension naturalité, la végétalisation de l'alimentation en particulier, la dimension santé ressort sur nombre de unes de magazines. Bref, il y a aussi des grands classiques qui ont fait leurs preuves et qui continuent à les faire, comme Prima et quelques autres. Et là aussi, on constate que la presse cuisine a des taux de diffusion performants. Et puis on constate en matière d'édition culinaire, alors j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais l'édition culinaire reste toujours aussi dynamique. C'est minimum 1500 ouvrages de cuisine qui sont édités et mis en marché chaque année. Ça corrobore tout ce qu'on est en train de poser comme sujet. Et puis vous pouvez constater au passage que le véganisme a aussi droit de citer. Un petit mot sur les blogs, plus de 4000 blogs culinaires en France et plus de 6 millions de blogueurs identifiés. Il y a même des sites maintenant qui répertorient et classent les blogs en question.
Au niveau du panoramique des émissions de télé, là aussi, je vous épargne les commentaires en tout genre. On y reviendra sur quelques exemples précis avec M6 tout à l'heure, mais on retrouve les performances que j'évoquais. Alors, derrière toutes ces émissions, on a du spectacle, on a des opportunités de publicité pour des annonceurs qui accompagnent les émissions en question, on a des logiques de partenariat. Là, c'est Paul avec Top Chef, mais on a aussi des logiques événementielles avec de la restauration éphémère, ce qu'a fait M6 avec Top Chef notamment. Mais on a aussi toute une logique d'objets dérivés. Voilà. Alors, question, est-ce que c'est cauchemar ou opportunité? Vous serez juge d'apprécier ce qu'il en est. Dernier exemple pour en venir au cœur du sujet. Et là, c'est un exemple que j'ai moi-même contribué à mettre en œuvre pour l'interprofession laitière. Quand le gras s'engraisse de viralité contagieuse, ça vous donne le beurre, l'argent du beurre et le sourire, non pas de la crémière, mais de l'éleveur. On avait un contexte de prise de parole dans cette campagne qui visait à sortir le beurre du syndrome BDR. Alors BDR, c'est pas Banque de développement régional, hein, c'est banalisation, diabolisation, ringardisation. Et pour apporter une réponse à ça, alors ça revient, ça nous ramène quelques années en arrière, une décennie quasiment. On a mis en place une stratégie, présence terrain auprès des chefs et du grand public, production éditoriale de contenu et médiatisation culinaire. Je voulais imager, mise en place d'un réseau de 50 écoles hôtelières qui donnent des cours de cuisine particuliers en utilisant le lait, les produits laitiers et le beurre évidemment, un site internet communautaire, l'animation de la communauté et du travail en réseau avec l'ensemble des écoles, la production de contenu avec environ 1000 recettes produites chaque année avec les recettes bien écrites dans un nombre de signes donnés, des photos de phasage, de belles photos de plats et un certain nombre de vidéos. Derrière ça, ça permet de commencer à négocier des partenariats de diffusion en presse quotidienne régionale, par exemple. Ça permet d'alimenter des relations avec les chefs et de valoriser les usages du beurre en cuisine. Ça génère un certain nombre de publications qui permettent de remettre le beurre au goût du jour, tout du moins de leur médiatiser. On continue en mettant à disposition une photothèque où tous les contenus peuvent être téléchargés par les journalistes ou les personnes qui s'y intéressent. Vous commencez à avoir une certaine viralité sur le web. Certains magazines qui prennent l'intégralité de vos contenus pour faire des numéros spéciaux autour de la pâtisserie, évidemment valorisant les différents usages du beurre dans les recettes en question. Ça vous donne un peu plus de 5000 visuels téléchargés sur une période donnée et un peu plus de 5 millions d'exemplaires cumulés par mois en moyenne. Voilà ce qu'on peut appeler un exemple de viralité. Et quand vous essayez de le traduire sur une carte, vous avez une sorte de nuage de diffusion et ça illustre bien derrière la notion de viralité auquel on aspire les uns les autres. Enfin, exploiter les médias sociaux, du contenu au menu, un petit éclairage complémentaire, et ce qui me faisait penser qu'il y avait nécessité probablement d'inverser la question. Donc je vais le parcourir avec vous. On a des marques qui bougent, mais encore pas assez rapidement. Vous avez sous les yeux un commentaire sur on peut facilement entrer en contact, échanger avec les marques de produits alimentaires. Bon, on s'aperçoit qu'on tourne autour de 34%. Les marques de produits alimentaires s'adressent à moi de façon innovante sur Internet, sur les réseaux sociaux. On est autour de 27%. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, les marques de produits alimentaires sont très visibles. On nous répond tout à fait d'accord pour 15%. Et je souhaiterais pouvoir échanger davantage en direct sur Internet avec les marques de produits alimentaires. On nous répond à 17% favorablement. Et tous ces chiffres-là sont en baisse par rapport à 2014. Donc la tendance n'est pas bonne. Médias sociaux comme outil de décryptage. Là, j'ai fait le choix de démontrer qu'en fait, dans notre processus d'innovation, il y a 4 piliers. Décryptage, co-création, test et inspiration. En fait, le constat, c'est que dans chacun de ces compartiments du jeu, on a plein de nouvelles solutions qui sont en train d'émerger. On en illustre quelques-unes ici en termes de technologie d'analyse du web et des data
qui sont des nouveaux métiers à intégrer sur la partie décryptage. Pour mieux, là c'est un exemple pour mieux comprendre l'univers du foie gras avec une cartographie web. Donc il y a de l'identification d'acteurs, il y a de l'analyse d'un écosystème de relations, de liens, et il y a un certain nombre de pistes et de recommandations qui peuvent être émises pour les industriels à partir de l'analyse de ce nuage de mots, et c'est MyChefcom qui réalise ce genre de solutions. Technologie d'analyse du web et des data également, avec le suivi de controverses agroalimentaires et santé, notamment sur l'émission Cash Investigation. Et donc là, on voit bien qu'avec Carto Réseau, on peut avoir une analyse qui permet d'explorer, en définitive, 12 000 comptes Twitter et leurs contenus qui sont intervenus pendant et après l'émission. Toujours dans cette logique de décryptage, on peut, avec l'analyse du web et de ses méthodologies, compléter l'outillage du sociologue ou du marketeur en matière d'études consommateurs. Et c'est notamment le cas sur des études d'expérience client dans les commerces alimentaires. On donne notamment l'exemple de Dictanova sur ce sujet-là, avec un retour de plus de 20 000 feedbacks d'acheteurs sur des verbatims identifiés. Toujours dans cette logique de décryptage, encore Dictanova, avec les clients qui s'expriment d'un côté, et puis une analyse de verbatim qui permet ensuite de voir ce qui en est et de classer en définitive des profils types. Toujours dans cette logique de décryptage, ce qui est dit sur les médias sociaux devient plus important que ce que la marque dit elle-même. Donc ça engendre de changer les méthodes de pré-test pour ne pas solidifier les contenus trop tôt, comprendre le profil de la cible, ses intérêts et sa façon d'interagir avec les marques, identifier les véritables freins et attentes des cibles et trouver de nouveaux moyens cohérents afin d'y répondre. Autre exemple, une initiative que nous venons de prendre avec l'INAF, l'Institut national des aliments fonctionnels au Québec, sur un exploratoire des usages alimentaires et des opportunités digitales en appui à l'innovation, parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui se trament sur le sujet. En matière de médias sociaux et outils de R&D collaboratifs, pareil, quelques exemples. Le Coca-Cola en précurseur dès les années 2010 pour produire un contenu qui soit le plus engageant possible dans la relation avec les clients. Des exemples aussi qui permettent d'écouter avant de prendre la parole, de tester des idées et le potentiel de rebond avec les consommateurs, apprendre à itérer plutôt que répliquer notamment. Un autre exemple en termes de co-création, un outil comme celui de Wedify qui permet d'impliquer une communauté de membres sur des logiques de joute ou de défis créatifs. Un autre exemple avec cette campagne pour Caprice des Dieux, avec pas moins de 1500 vidéos produites en l'état. Et puis des exemples de tests en situation réelle autour des produits, des exemples d'impression 3D alimentaire et d'opportunités digitales pour les filières du manger. C'est un programme que l'on lance sur le centre culinaire. Et puis en matière d'outils de communication pour les marques, eh bien, on s'aperçoit du contenu au menu. Il y a un changement de posture. On passe d'une posture publicitaire à une posture éditoriale. On passe à un contenu qui doit être intéressant avant d'être intéressé. Il y a une logique de don et de contre-don derrière ça. Ça amène certaines marques d'ailleurs à renoncer à des sites corporate, institutionnels. C'est le cas pour Nescafé qui a complètement basculé toute sa communication de marque sur une plateforme sociale. Ça donne des opportunités pour informer ou apprendre, distraire et divertir, rendre service. Bref, on voit qu'il y a un changement de paradigme autour de ça et que le contenu devient la pierre angulaire de la visibilité. Un dernier exemple, le contenu informationnel et pédagogique avec cette campagne de Fleury Michon, bien connue de tous maintenant, venez vérifier, avec les scores qu'on lui connaît. La campagne d'inspiration minute de Picard avec des résultats, j'en donne qu'un, mais 135 000 fans Facebook, par exemple, a générer des idées de recettes à partir des produits de la marque. La campagne YouTube d'Oreo avec la mobilisation d'influenceurs, en l'occurrence, qui viennent corroborer le discours de la marque. Tout ça pour vous dire qu'en guise de conclusion, l'ère du web marketing est avérée. L'utilisateur, le consommateur, qu'il soit citoyen usager ou utilisateur professionnel, reprend le pouvoir. Dès lors, il faut autant redouter le tsunami de la pensée digitale que la technologie elle-même. Nous en sommes qu'au commencement. Alors, quid chez 750 grammes et M6, c'est maintenant. Et comme le dit Yolande de Labine, nous vivons une époque formidable. Merci, Freddy.
Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, 4000 blogs culinaires, je crois. Donc, chef Damien, qui va intervenir juste après, sera sur ce sujet. Les chaînes de télévision, vous en avez parlé, M6, TF1, surtout M6 aujourd'hui, qui ont investi complètement cette thématique. Il y a un réel potentiel autour de la cuisine et un appétit, si j'ose dire, des Français pour la cuisine. Multiplicité des supports et convergence très forte avec cette logique de co-création qui est l'ADN de Med désormais. Okay. Merci Freddy, on vous retrouve tout à l'heure pour la table ronde. Je vous propose de poursuivre tout de suite donc avec Chef Damien, cofondateur du site 750 grammes. Bonjour. Alors comment faut-il vous appeler, chef Damien, chef Damien? Damien, tout simplement. Damien, bon. Alors bonjour Damien, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les réseaux sociaux, la puissance du digital, effectivement, Freddy Tiburce vient d'en dire quelques mots. Alors, sur les réseaux sociaux, donc, il y a effectivement un certain nombre de mouvements qui se déploient. Est-ce qu'on peut en tirer profit? Comment est-ce qu'il faut les orienter? Vous allez nous aider peut-être à y voir un peu plus clair. Et vous, à travers votre expérience, puisqu'en plus, vous avez une expérience, on va dire, cross-canal, puisque 750 grammes a commencé sur le web et maintenant a ouvert des restaurants. Vous venez d'ouvrir le 3e, je crois, c'était la semaine dernière, si je ne m'abuse. Donc vous allez nous montrer qu'effectivement, il y a un certain nombre de possibilités autour de ces expériences. Alors moi, j'ai bien moins préparé mon speech que les intervenants avant. Tout simplement, moi, je suis donc un des cofondateurs de 750 grammes. Et puis, on a travaillé sur le web, on a plutôt bien réussi. Et puis, on a toujours pensé qu'il fallait aller vers les autres, en fait, pour réussir, même si on était un site web. C'est pour ça que très, très vite, il y a 7-8 ans, on a créé un salon du blog pour aller rencontrer les communautés des blogueurs. Alors, au début, c'est des choses qui sont parties de manière très, très simple. On avait une cave à l'époque, une cave à vin, et moi, je sentais très important, il y a une dizaine d'années, de rencontrer des blogueurs. Donc, on faisait des choses très, très simples. On disait... Venez à la cave, amenez un plat à partager, donc amenez votre expérience et nous on fournit le vin, on passe une bonne soirée. Et petit à petit, on a organisé tous les mois des soirées dans des caves parisiennes. Et puis après, autour de notre passion de la bouffe et du vin. Et puis après, on a senti le besoin de notre ensemble, donc on s'est dit, on va créer un salon du blog. Donc, moi, je suis prof dans une école hôtelière. On a créé un salon du blog qui a grandi, qui a fait cette année. Et puis, on a réussi à réunir jusqu'à 300 blogueurs au même endroit, en province, à Soissons. Et on se réunissait en disant... il y avait des marques qui nous soutenaient, parce qu'il fallait quand même... ça coûtait un petit peu cher d'organiser un salon comme ça. Et puis, on disait, les marques sont là juste pour vous prêter un produit, pour que vous en fassiez votre propre usage et que vous appropriez la marque. Et en fait, au lieu... quand j'ai commencé, moi, il y a 10 ans, quand je voyais les ateliers avec les blogueurs, il y avait un chef qui arrivait, un chef, les 3 quarts du temps, il était étoilé. Il arrivait avec son beau costume de chef, et puis il disait, vous avez vu comme je suis fort, vous avez vu comme je suis bon, vous avez vu comme je cuisine bien, vous avez vu comme je suis beau. Et puis les blogueurs, ils écoutaient sagement, c'était plus une masterclass. Puis moi, quand je suis arrivé en même temps, je me suis dit, mais moi, je ne suis pas étoilé, je ne suis pas beau, je suis pas aussi fort qu'eux. Donc j'ai simplement, puis je suis prof, quand même, c'est ça qui est important pour moi. Et donc je vais laisser... les blogueurs s'approprier le produit. Moi, je serai là juste en soutien un peu technique et en disant, regardez, vous avez un panier. Moi, je vous donne 2-3 techniques de chef, mais faites votre propre expérience. Et on a très, très vite trouvé que c'était beaucoup plus efficace que d'imposer une marque et de dire, allez, on y va, on matraque pour le produit. Donc, ce savoir-faire, faites vous-même, partager de cette expérience a été très, très riche, puisque les retours étaient beaucoup plus importants que d'imposer un produit. Et même, donc on faisait ça en compagnie souvent des responsables marketing, des gens importants dans la marque. Il y avait des retours, des feedbacks qui étaient très très intéressants. Et c'était beaucoup plus riche que d'imposer quelque chose. Et puis après, donc, on a continué. Et puis on a ouvert un atelier culinaire à Paris, qui est plus un showroom pour nous. Et on a fait aussi des ateliers avec des blogueurs. J'en ai fait un il y a 2 jours pour une marque. Où pareil, c'est à la fois aujourd'hui une partie théorique. Moi, je montre un petit peu un savoir-faire. Puis après, j'ai soit des recettes imposées, soit c'est les blogueurs qui créent des recettes. Donc sur un produit, par exemple, on a travaillé sur un mini panettone il y a 2 jours. On a sorti 15 à 20 recettes. Il y a un photographe qui est là, qui photographie les objets des blogueurs et qui permettent après de les diffuser. Donc ça, c'était intéressant. Puis, la vie a continué et
comme on adorait, on allait beaucoup sur les salons, on allait beaucoup salon du blog, etc., les ateliers. Et on pensait vraiment que c'est très important de rencontrer les gens. Aujourd'hui, j'ai ouvert en 3 restaurants et on va en ouvrir encore pas mal. Et l'idée, c'était de dire, j'ai pas réussi, hein, d'accord, les restaurants marchent bien, mais j'ai pas réussi à aller au bout de mon rêve. Je vais y arriver quand je serai un peu moins débordé, un peu moins fatigué, et que je vais commencer à recruter un peu mieux. Et l'idée, c'est de dire, on va s'inspirer des recettes sur Internet. J'ai testé, ça marche, hein, vraiment, ça marche. Malheureusement, je le fais trop peu souvent parce que je suis trop débordé. Donc on a toutes les communautés, on a Facebook, etc., etc. Et comme on fait un restaurant très simple, il y a 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, que c'est que des produits de saison, d'accord. Au maximum, on achète aux producteurs en direct. Donc on communique de manière très simple, très humaine sur ce qu'on fait. Et dans les premiers temps, j'ai essayé, je reçois des tomates bio extraordinaires de Cahors, là, et je disais, voilà, j'ai des tomates, comment vous voulez que je les fasse à la carte? Et on avait jusqu'à 100 commentaires. Des gens nous disaient, la majorité des gens, par exemple, les voulaient en carpaccio. Donc on a dit, à l'unanimité, vous avez choisi, vous voulez les tomates en carpaccio, on va vous faire un carpaccio de tomates bio, etc. Et du coup, on faisait gagner aussi des dîners à ceux qui étaient dans la majorité et ceux qui arrivaient à trouver. Et en fait, moi, mon rêve, c'est de recevoir des produits, et dire, attendez, qu'est-ce que vous attendez d'un restaurant? Qu'est-ce que vous voulez avoir à la carte? Que les gens, on soit assez dans la ligne un petit peu de la majorité agissante sur les réseaux sociaux, qu'on réalise la recette et que les gens repartent avec la recette. Et ça c'est important. C'est-à-dire que je suis un peu débordé, mais la plupart du temps, les clients, ils repartent avec les recettes qu'ils ont mangées. Il y en a un petit cahier collector. Comme ça, ils gardent l'expérience. Et je leur dis aussi, vous avez vu, j'ai un savoir-faire de chef, mais à la fois, c'est très simple de faire ce que je fais. C'est de la cuisine maison, c'est de la cuisine fraîche, et vous êtes capable de le refaire à la maison. Et j'ai des consommateurs qui refont mes recettes à la maison. Et moi, je trouve ça très très bien. Le secret du chef, la recette, vous savez, où il y a 30 ingrédients, et au final, que personne ne fait. On est sur une base de cuisine populaire, de cuisine de partage, et ces recettes distribuées, ça marche. Pareil, on a instauré des gestes sur les plats. C'est-à-dire que le plat, il n'est jamais fini. On demande toujours aux consommateurs, aux clients d'être acteurs. Bon, il y a toujours une petite zeste de citron, ils versent. On fait des carafes cocktails, c'est-à-dire, par exemple, un mojito, il est en kit chez nous. Il est en kit, et vous savez que c'est un grand débat national, et quand vous allez... il n'y a jamais assez de menthe, il y a trop de citron, etc. Et en fait, moi, j'ai 100% des clients satisfaits parce que c'est eux-mêmes qui sont le mojito. Et du coup, ils le font à leur goût. Et donc, ils ont un petit panier, ils ont tous les éléments du mojito, ils se le font eux-mêmes. Et donc, essayer de... Enfin, moi, ma vision des choses, c'est essayer de faire participer les consommateurs, essayer de les inscrire dans notre histoire, et pour qu'ils ne se sentent pas simplement consommateurs, mais qu'ils se sentent un petit peu acteurs du repas. Et ça, pour moi, c'est assez intéressant, cette piste. Et puis... pour un restaurant, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Hein. On a presque 20 000 fans de Facebook. Pour un restaurant, c'est énorme. Demain soir, je fais une soirée, j'ai 60 blogueurs avec moi, etc. Donc, je suis assez très connecté avec les blogueurs, les réseaux sociaux, tout ça. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier, parce que j'ai énormément d'amis dans la blogosphère, bien évidemment, mais il ne faut jamais, jamais oublier que le plus important, c'est de bien accueillir et de bien faire à manger. Et que tout ce fantasme aussi sur les blogueurs, le digital, etc., il ne faut surtout pas oublier de faire son métier. Et je crois profondément, que les blogueurs, le digital est un outil, mais c'est pas l'outil. C'est un outil, c'est des briques. En fait, il y a plein de petites briques qu'il ne faut pas négliger. Mais la plus grosse brique, la grosse part du gâteau, c'est quand même bien accueillir et bien faire à manger. C'est ce que je répète toujours à mes équipes. Moi, j'ai ouvert un nouveau restaurant à République il y a 3 mois. La première semaine, il y a un mec qui sort du théâtre, ils sont à 2. 2 jours après, ils viennent à 4 parce qu'ils veulent faire découvrir le restaurant à des amis. Après, il ne vient plus pendant une semaine, mais sa sœur vient en disant « mon frère m'a dit de venir ». Et puis, 15 jours après, ils font un repas de famille, ils sont 15 à la table. Et c'est le plus important, c'est au-delà des réseaux sociaux, c'est la satisfaction du client, quoi. Et puis, c'est à peu près tout. Hein. Mais c'est parfait. Pardon ?
Alors, Voilà, j'ai vous avez déjà des adeptes. J'ai ouvert un premier restaurant à Porte de Versailles il y a 17 mois. J'en ai ouvert un deuxième 11 mois après à République. Et là, la semaine dernière, je viens d'ouvrir à Boulogne-Billancourt. Alors, et bien sûr, on est une marque un petit peu forte, il s'appelle 750 grammes la table. Voilà, et c'est en fait, j'ai essayé de... je pense qu'il y a un ventre mou de la restauration, entre 20 et 30 euros, entre 15 et 30 euros, si vous voulez, et qui a été totalement négligé bien évidemment par les grands chefs, qui, eux, ne s'abaissaient pas à travailler à ce prix-là, et qui a été récupéré par les chaînes franchisées, etc., enfin, toutes celles que vous connaissez, et qui se sont dit, en fait, à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup de cuisiner. À ce prix-là, il faut peu de personnel, mais une grande majorité quand même. Quand même une grande majorité s'est dit, à ce prix-là, on ne va pas cuisiner. Et après, il y a les brasseries parisiennes, d'accord ? Je parle de Paris. Mais le petit restaurant français, il a un petit peu disparu du paysage. Moi, j'habite à Soissons. Quand je veux manger entre 20 et 30 euros français, il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup de restaurants. Et il y a très peu de restaurants de petits bistrots français où on n'est pas dans la bistronomie, mes copains de la bistronomie, etc. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je vais essayer de prouver qu'on peut faire à manger à entrée, plat, dessert à 24 euros toute l'année, sans supplément, sans rien, avec un ticket moyen à 27 euros, et qu'on peut faire 100% de cuisine maison avec beaucoup de personnel, parce que moi, quand je fais du coco de Paimpol, à la saison, j'en fais 2 tonnes 8 ou 3 tonnes. Je fais 2 tonnes d'haricots verts, j'ai fait 5 tonnes de tomates bio cet été. Et en disant oui, on va travailler, on va se faire mal on va se faire mal à éplucher, etc. Et ça peut rapporter de l'argent et ça peut être efficace. Et ça marche. C'est-à-dire que le travail, le produit de saison, ça fonctionne, quoi. Et du coup, c'est aussi, pour en revenir, on est aussi énormément dans l'air du temps, parce que moi, j'ai pas un gramme de poudre dans mes restaurants, j'ai pas un gramme de surgelé dans mes restaurants, c'est absolument interdit. J'ai pas un légume qui pousse hors saison et qui ne pousse pas dans la terre, parce que vous savez que plus de 90% des tomates consommées en France, elles ne poussent plus dans la terre. Et en fait, bizarrement, il y a un retour consommateur qui s'aperçoivent de manière extraordinaire que ce goût, il n'est pas enfoui. Et par exemple, quand j'ai des allergies, j'ai plein de gens qui sont allergiques, de plus en plus. En fait, ce n'est pas un souci quand vous travaillez des produits frais. J'ai des arachides, j'ai des sans gluten, j'ai des véganes, j'ai tout. Et en fait, quand vous savez exactement ce qu'il y a dans vos recettes, c'est pas un problème. C'est facile. C'est l'industrialisation de la restauration qui a un nid de vipère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État veut nous imposer l'obligation d'apposer tous les allergènes, parce qu'un restaurateur qui travaille avec des fonds en poudre, etc., et forcément, si vous lui dites je suis allergique au gluten, il panique, il court, il va regarder sur l'étiquette et il dit ah oui, est-ce qu'il y a du gluten dans mon fond en poudre, et c'est assez catastrophique. Mais je pense qu'il y a quand même une marche, qui est en cours. Et juste, vous savez je crois qu'il y a plus d'1 milliard de photos culinaires tous les jours. Je crois que le chiffre, c'est 1 milliard de photos. Pratiquement tout le monde, quand on va au restaurant, moi je suis allé dîner au restaurant, j'ai pris 4-5 photos pendant le repas. Donc je fais partie du milliard de photos qui a été prise ce jour-là. Et en fait, sur mes assiettes, j'ai remis le logo un peu ringard des années 70. Vous savez, le logo qu'on mettait dans le restaurant, l'hôtel du Chêne ou un truc comme ça. J'ai remis mon logo, souhaitant que chaque fois qu'il y a une photo de prise de mes restaurants, apparaisse mon logo. D'accord ? Et ça marche plutôt bien, parce qu'on voit mon logo pas mal sur les réseaux sociaux. Et aussi, alors des fois, pas mal en bien et des fois pas mal en mal. Des fois, la dernière fois, j'étais en Corée et puis je vois passer des photos qui n'étaient pas du tout, qui étaient un peu décalées par rapport avant mon départ en Corée. Donc depuis la Corée, j'ai appelé mon chef, je lui ai dit écoute, j'ai vu les assiettes passer sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, tu es en train de décaler. Donc c'est à la fois un objet de surveillance pour moi, un objet de contrôle de qualité, mais c'est aussi un retour de boomerang, c'est-à-dire que quand on fait mal, on le reçoit en direct, et la preuve, elle est là, la photo, on voit bien quand l'assiette elle est moche, et on voit bien que ça a été fait n'importe comment. Donc c'est passionnant. Pour moi, c'est essentiel d'être une éponge, d'être en lien direct avec les réseaux sociaux, parce qu'en direct, j'ai le feedback, et j'assume de me tromper de temps en temps, j'assume d'avoir des ratés, etc. Et en gros, moi, ce que je dis à l'agroalimentaire, parce que j'étais un petit peu R&D, enfin, je fais plein de trucs dans ma vie, c'est n'ayez pas peur, en fait.
Je pense que le consommateur, il n'est pas forcément hostile. Et quand on a des choses... Alors, bien sûr, si on a des choses à cacher inavouables, il faut avoir peur. Mais moi, je vais très souvent dans les usines. Je visite énormément d'usines et ça me passionne. Il y a plein de savoir-faire absolument extraordinaires. Et il faut les montrer. Je veux dire, moi, souvent, là, je travaille pour des charcutiers un peu à gros volume. Les savoir-faire, ils sont le même qu'un petit artisan. On est sur des multiplications de volume, mais au final, le travail c'est absolument le même. Donc, montrer. Tiens, juste un dernier exemple, puis j'arrêterai là. Gardez quelques munitions pour la table ronde. Oh, j'en ai plein. Un exemple. Je fais un nouveau dessert. Je montre l'assiette. Je fais une belle photo. Hein, je m'applique. Hein. Je mets la belle lumière, etc. Je fais une belle photo avec mon iPhone. Je fais une belle photo. Elle fait 50 likes. Je prends mon plongeur malien. Je lui dis, comment il s'appelle mon plongeur Faudier. Je lui dis, Faudier, tu peux pas me tenir l'assiette? Alors Faudier, il a un gros tablier bleu. Il prend l'assiette et je dis sur les réseaux sociaux, Faudier vous présente son dessert. Le dessert. Faudier vous présente le dessert, le nouveau dessert, etc. J'ai 200 likes. En fait, le fait au final, on a banalisé aussi l'image culinaire. Et le fait de montrer un être humain en train de porter une assiette ou de laver une assiette ou de tailler une carotte, ça humanise et en fait ça nous touche. Et en fait, je pense que ce qu'on attend du rapport entre le consommateur, que ce soit l'influenceur ou le consommateur ou l'industriel, c'est d'avoir ce rapport de proximité et de dire en fait on est pareil, et en fait on paraît être loin des univers, mais en fait, on est pareil. On est des êtres humains qui travaillent dans des entreprises. Et au final, on a tous besoin d'un job et on travaille pour... Enfin, moi, je pense qu'il faut pas... moi, vraiment, mon message, c'est de surtout pas avoir peur des réseaux sociaux. C'est une force. Alors, des fois, on prend des claques, mais ça, c'est bon, ça, de prendre des claques dans la vie. Moi j'aime bien... Je vais raconter une dernière anecdote. Il y avait eu S'il vous plaît, juste, on conclut. Ouais, juste une petite dernière anecdote. Une entreprise assez importante qui lance un nouveau projet, qui est une bêtise à la base. Et il commence à lancer le truc, et il y a des blogueurs qui remarquent la chose, et qui disent non, ça va pas marcher. Et au lieu de faire marche arrière et dire on discute, ils insistent en disant mais non, c'est comme ça, mais non, c'est comme ça. Ils ont eu un buzz négatif énorme. Et je pense que s'ils avaient un peu plus écouté dès le début le tremblement de terre qui arrivait, ils en auraient fait quelque chose de positif. Et moi, quand j'ai un client, la dernière fois j'ai envoyé un risotto parmesan butternut, il était un petit peu trop salé, les cuisiniers un petit peu trop salé. Je vois la dame qui ne le mange pas. Alors tous les serveurs n'osaient pas s'approcher, tout le monde faisait semblant de ne pas voir parce qu'ils avaient un peu honte. Et moi je vais voir la dame, je lui dis excusez-moi, ça vous plaît pas? Elle me dit non, c'est trop salé. Je dis excusez-moi, je vais le goûter, je l'amène en cuisine, je goûte. Et je dis oui, madame, vous avez tout à fait raison, il est trop salé, mes cuisiniers ont trop salé. Et je me suis excusé, j'ai refait l'assiette, etc. Et au lieu d'avoir un problème client, j'en ai fait un atout. Et la dame, en partant, elle m'a fait la bise, elle m'a dit vous êtes extraordinaire. Là. Et en fait, je pense qu'il faut capter les pulsations des clients et sur les réseaux sociaux et ne pas hésiter à donner un petit peu de sa personne. Et il faut y aller, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation. Pour ce speech. Merci beaucoup. C'était très intéressant, très illustré, plein d'exemples. Alors, pour clore ce chapitre de l'influence des médias sur les choix des consommateurs, eh bien, il nous fallait entendre la voix d'une chaîne de télévision. On en a déjà un petit peu parlé au cours des interventions précédentes. Et donc, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Karine Grosz, directrice de groupe études chez M6 Publicité. Bonjour. Karine, bonjour. Merci. Donc, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, effectivement, on le voit, il y a un appétit pour les émissions culinaires en France. M6 en est le principal diffuseur aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de chaînes, beaucoup d'émissions, vous allez nous en parler. Alors, quelle audience regarde ces émissions et qu'est-ce que cela dit du rapport des Français à leur alimentation? C'est évidemment tout l'enjeu. Donc, c'est ce que vous allez nous expliquer. Nous vous écoutons. Merci. Donc effectivement, ce matin, je vais essayer de vous montrer que les émissions culinaires à la télévision, c'est pas un cauchemar pour les marques, mais c'est bien une opportunité.
Et vous êtes des professionnels de la restauration, donc vous pouvez avoir un regard qui est parfois un peu critique sur ces émissions. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a une vraie appétence des téléspectateurs et des Français, qu'il y a une vraie demande pour ces émissions culinaires qui sont là maintenant depuis une dizaine d'années sur nos antennes et qui continuent de très très bien fonctionner. Alors, je vous apprends rien évidemment en vous disant que la gastronomie, ça fait partie de l'identité culturelle des Français. 95% des Français estiment que la gastronomie fait partie de notre patrimoine. C'est une étude du Crédoc qui nous le dit. Et d'ailleurs, la cuisine française a été inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO en 2010. Donc il y a peu de pays dans le monde où on passe autant de temps à manger, autant de temps à table. C'est à peu près 2h22 par jour de notre emploi du temps qui est consacré à l'alimentation et au repas. On parle des repas, on parle de ce que l'on mange et effectivement il y a peu de pays à travers le monde où la cuisine a une telle importance. Et pourtant, vous le savez, nos modes de vie changent avec la multiplication des produits industriels, la restauration rapide, la généralisation du travail des femmes également. Aujourd'hui, on passe 25 minutes de temps en moins à préparer les repas qu'il y a 30 ans. Donc, on peut se dire qu'il y a un désintérêt pour la cuisine. C'est pas aussi simple, ça a été évoqué ce matin. Il y a à la fois la cuisine contrainte de tous les soirs, mais il y a aussi la cuisine plaisir, celle que l'on fait quand on reçoit. Et donc, il y a un vrai intérêt pour cette cuisine plaisir, pour cette cuisine divertissement qui est vraiment en progression depuis 10 ans. Pourquoi ? Parce que la cuisine, ça reste une valeur refuge pour les Français. Et c'est vrai qu'en temps de crise, passer du temps à cuisiner, à partager toutes les valeurs qui sont positives générées par la cuisine, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous rassurer, qui va nous faire du bien en temps de crise. La cuisine, ça reste un plaisir pour la majorité des Français. Ils sont 94% à nous dire qu'ils aiment faire plaisir, que c'est une source d'épanouissement. Et puis, on l'a également évoqué ce matin, la cuisine, c'est la santé. Aujourd'hui, on cuisine pour se faire du bien parce qu'on veut préparer nos propres repas, on veut maîtriser les ingrédients, on veut maîtriser ce que l'on mange. Donc, tout ça contribue à faire qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour la cuisine. Alors, cet intérêt, il est vraiment grandissant depuis 2004, avec plusieurs facteurs qui expliquent cette explosion de la cuisine en tant que divertissement. Déjà, la naissance des cours de cuisine qui ont été peut-être initiés par l'Atelier des chefs, qui a été créé en 2004. Un vrai succès qui a amené ensuite beaucoup de concurrents à se positionner sur le même créneau, donc des cours de cuisine. Parallèlement, on a eu également une explosion des ouvrages culinaires qui ont augmenté 2 fois plus vite ces dernières années que l'ensemble de la production française de livres. Et puis 2004, c'est l'arrivée de la première émission de télé-réalité à la télévision aux heures de grande écoute, donc le soir en prime time, avec un chef, un jeune chef qui était donc Cyril Lignac à l'époque. Alors oui, il y a toujours eu des émissions culinaires à la télévision. Vous vous souvenez tous de Maïté qui assommait son anguille vivante. Voilà, on a ça en tête, mais effectivement, avant ce type d'émission, les émissions culinaires, c'était plutôt à l'heure du déjeuner, donc pas forcément beaucoup suivi, avec un positionnement très pédagogique, alors que là, on est vraiment sur du divertissement et on est aux heures de grande écoute. Alors très vite a suivi d'autres émissions qui ont été également de véritables phénomènes de société. Je pense au Dîner presque parfait, on l'a évoqué aussi ce matin. Phénomène de société parce que les gens se sont mis à faire la même chose chez eux, à reproduire la mécanique, à inviter des gens, à se noter, à faire des petits concours. Et puis ensuite l'arrivée de Top Chef, donc là qui montre pour la première fois de la haute gastronomie, de l'excellence, de la valorisation à la télévision. Alors c'est vrai que le groupe M6 est très fort dans cet ancrage culinaire. On a vraiment accompagné les Français sur cette thématique avec, vous le voyez aujourd'hui, beaucoup d'émissions qui sont dédiées à la cuisine. Des émissions qui ont pourtant des positionnements qui sont différents. On l'a évoqué ici, parfois sur l'excellence, parfois sur la transmission. Tous les ciblages également. Le Dîner presque parfait qui est aujourd'hui diffusé sur W9 donc va rassembler plutôt des femmes, un public un peu plus jeune, alors qu'on va être sur des publics plus CSP+, pour Top Chef ou pour Très Très Bon qui est diffusé sur Paris Première. Voilà. Donc, au-delà de ces émissions qui sont vraiment consacrées à la télévision, qu'on retrouve de manière récurrente chaque semaine, M6 traite aussi beaucoup la cuisine à travers les magazines d'information, à travers des émissions événementielles comme on l'a fait il y a quelques temps, les chefs contre le gaspillage. Et puis on est devenu également cette année partenaire du CIAL.
Alors pourquoi ces émissions fonctionnent? Parce qu'effectivement, on met en avant à la fois les plats, à la fois les recettes, mais aussi des candidats qui émergent, et puis des chefs qui sont aujourd'hui de vraies stars. D'ailleurs, M6 a contribué à faire certains des candidats des chefs à part entière, des stars, comme Norbert, qui est plébiscité par le public. On l'a vu au Cial, donc il y a quelques semaines, il a fait des démonstrations. On avait un public énorme qui était venu pour le voir. C'est quelqu'un qui est très apprécié, qui a aujourd'hui sa propre émission sur Sister. Mais c'est vrai que les Français aujourd'hui sont capables de citer plusieurs grands chefs. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Évidemment, tout le monde connaissait Paul Bocuse, mais souvent ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, les gens connaissent ces chefs qu'on voit à la télévision. Et d'ailleurs, Philippe Etchebest est vraiment considéré comme un animateur à part entière, puisqu'il fait partie du top 3 des animateurs les plus convaincants. Ça a été décerné récemment par un sondage fait par Stratégie. Alors si on s'est vraiment investi autant sur les programmes culinaires, c'est parce qu'il y a une demande. Il y a une demande des Français, une demande encore plus forte de la part de nos téléspectateurs. Les téléspectateurs fidèles ou assidus d'M6 ont vraiment un fort intérêt pour la cuisine. Et ils sont vraiment plus nombreux que l'ensemble des Français, plus nombreux que les téléspectateurs des autres chaînes. Et donc ces émissions, elles sont à l'antenne depuis maintenant une dizaine d'années. Elles continuent de très très bien fonctionner. Je vous ai mis ici vraiment des audiences et parts d'audience qui sont très récentes. Hier soir, on avait le meilleur pâtissier qui a fait 3,5 millions de téléspectateurs, donc encore mieux que la moyenne de la saison. Sur Top Chef, 7e saison, on continue à gagner des téléspectateurs. Record d'audience aussi pour Cauchemar en cuisine il y a quelques semaines. Pourquoi ça fonctionne autant? Parce qu'on renouvelle à chaque fois soit les mécaniques, soit les chefs. Hélène Darroze a rejoint Top Chef il y a quelques saisons. On va essayer à chaque fois d'inclure des nouvelles épreuves, d'avoir des candidats toujours plus emblématiques. Et c'est ça qui fait qu'on suscite toujours l'intérêt des téléspectateurs pour ces émissions. Alors, est-ce que ça suscite des vocations? Difficile de faire le lien vraiment entre ces émissions culinaires et puis les vocations, mais en tout cas, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer dans la filière cuisine. Donc, multiplication par 3 des inscriptions en bac pro. On a également une progression de 47% des effectifs de CAP cuisine, 58% pour les CAP restaurants. Donc, on sent que les jeunes aujourd'hui reviennent à la filière cuisine, et tant mieux. Certainement que ce genre d'émission contribue à leur envie d'intégrer ce type de filiale. Mais ça va aussi, on pense, convaincre d'autres personnes, des personnes plus âgées, elles, de se reconvertir, de changer de voie, de venir à des métiers manuels qui étaient, il y a quelques années, peu valorisés. En tout cas, c'est ce que disent les gens de l'école Ferrandi. C'est ce qu'on voit aussi dans les candidats, justement, du meilleur pâtissier. Souvent, c'est des gens qui ont déjà une vie professionnelle, mais qui souhaitent se reconvertir et changer de vie, lancer leur propre pâtisserie, par exemple. On l'a évoqué ce matin, effectivement, la cuisine, c'est un univers visuel, donc qui se prête beaucoup à la télévision, mais qui va aussi se prêter sur le web. C'est pour ça qu'M6 a investi également dans des sites web dédiés donc à la cuisine, ou même une chaîne télé dédiée sur le web qui s'appelle Crazy Kitchen et qui ne propose que des émissions autour de la cuisine. Alors pour terminer, oui, une formidable opportunité pour les marques, je vous le disais, parce que ça permet également de s'associer à des valeurs qui sont très positives, d'avoir également une formidable audience auprès des téléspectateurs. Je ne vais pas vous faire un discours, mais vous montrer quelques images du cas Auchan, qui est peut-être le cas le plus emblématique, qui s'associe à Top Chef depuis de nombreuses années, qui est ravi de cette association, puisqu'ils reviennent chaque année en tant que partenaires privilégiés, distributeurs partenaires privilégiés de cette émission. Pour la 3e année consécutive, Auchan s'est associé à Top Chef en activant tous les leviers cross-média au service de l'efficacité médiatique et commerciale. Une prise de parole TV s'appuyant sur 3 volets. Un billboard avec la présence de collaborateurs Auchan. 3 spots avec la mise en scène des candidats de la saison en cours, apportant proximité et sympathie au discours de la marque. Une épreuve coup de feu sponsorisée avec la commercialisation du gâteau du gagnant dans tous les magasins Auchan. La mise en place d'un large dispositif digital pour prolonger l'expérience et générer de l'engagement. Un relais sur les différents supports de communication de la marque pour cuisiner comme un chef avec Auchan, ainsi que de nombreux produits labellisés. Une opération globale innovante qui a permis encore une fois à Auchan de s'assurer l'attractivité, la valorisation de ses métiers et la préférence d'enseigne. Bon allez, moi je suis Auchan. Auchan, vivons mieux, vivons moins cher.